Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Herba Malice pour mieux marier plantes et santé. Au mois de novembre, je vous ai proposé 2 podcasts concernant le pissenlit sur une série de 3 podcasts. Alors les aléas de la vie et une bonne grippe ne m'ont pas permis de venir plus tôt vers vous. Mais voilà, le 3e podcast est en cours de réalisation. Et je vais vous parler de la reproduction remarquable du pissenlit. Je vais vous parler également de l'incroyable élégance des lois physiques qui régissent le vivant. Presque un joli cadeau de Noël, tout ça. Alors, regardez bien la photo du podcast. Vous pourrez vous y référer à plusieurs reprises pour mieux comprendre ce que je vais vous dire dans ce podcast. Le pissenlit commun, Taraxacum officinale, a de nombreuses cordes à son arc pour se reproduire, se multiplier et coloniser les espaces propices à son épanouissement. Tout d'abord, je vais vous parler de la reproduction asexuée, c'est-à-dire sans sexe, donc sans fécondation préalable. Grand A, il semblerait que le mode de reproduction le plus fréquent chez le pissenlit soit l'apomixie. A-P-O-M-I-X-I-E. Ouh, ça ferait beaucoup de points au Scrabble. Donc, il s'agit là d'une forme de clonage naturel par la production de graines. Cette possibilité de reproduction permet à la plante de se multiplier sans dépendre des pollinisateurs et quelles que soient les conditions climatiques rencontrées. L'apomixie, terme qui signifie étymologiquement sans mélange, peut se réaliser à partir de graines sans qu'il y ait eu fécondation préalable de l'ovule. L'embryon de la graine se développe directement à partir d'une cellule de l'ovule de la plante mère. Les individus résultants sont génétiquement identiques à la plante mère. Ce sont donc des clones. Alors, si ce mode de reproduction est très pratique, eh bien, il est quand même sans brassage des gènes. Et il peut présenter une faiblesse pour la plante puisque les individus qui en résultent sont dénués d'adaptabilité évolutive. Grand 2, la reproduction végétative. Là, on est toujours donc dans la reproduction asexuée. Le pissenlit peut se multiplier par division de touffe. Ainsi, une même plante, sectionnée par un engin agricole ou encore par un sabot animal, se répétera autant de fois que d'éléments sectionnés dont les racines auront survécu à l'attaque sont encore en terre. Le pissenlit peut également se multiplier par bouturage. Imaginons qu'en ramassant du pissenlit, vous laissiez en terre un morceau de sa puissante racine pivotante. Vous vous souvenez, j'en ai parlé dans les précédents podcasts. Alors, une nouvelle plante complète se développera. Donc voilà déjà 3 modes de reproduction asexuée qui permettent aux pissenlits de s'épanouir dans nos prairies. Alors, parlons maintenant de la reproduction sexuée. Dans ce cas de figure, les insectes transporteront le pollen des fleurons et ce pollen viendra éventuellement féconder d'autres fleurons. Là, il est important de faire un petit rappel sur la structure du pissenlit. Souvenez-vous, le pissenlit se compose de feuilles en rosette, au sol. Au centre de cette rosette émerge un pédoncule, qui est une tige longue et creuse. Et au sommet de ce pédoncule, un réceptacle charnu
accueille 200 à 300 fleurons. Ce que j'appelle un fleuron, en fait, est une petite fleur qui est dotée des organes mâles et femelles et donc apte à se reproduire et fournir une graine. À ce sujet, regardez bien la photo du podcast et n'hésitez pas à zoomer. À la place de chaque graine se trouvait auparavant un fleuron. En fait, ce que nous appelons une fleur de pissenlit, eh bien, c'est à elle seule un bouquet entier. Lorsque les insectes brassent le pollen d'un fleuron, ce pollen se répandra soit sur la même plante, soit sur une plante voisine. Si la fécondation a lieu sur le même pied, il y aura bien mélange des gènes et fusion de gamètes, avec une moindre variation génétique, parce qu'on est sur le même pied. On parle alors d'autogamie, ou encore d'autopollinisation. Maintenant, si la fécondation a lieu sur les fleurons d'une autre plante, le brassage génétique sera plus important. On parlera cette fois d'allogamie ou pollinisation croisée. En jouant sur tous ces plans, le pissenlit développe à la fois une colonisation rapide et efficace des milieux et une adaptabilité évolutive. Concentrez-vous à nouveau sur la photo du podcast. Chaque graine, que l'on appelle akène en botanique, l'acène est un fruit sec qui ne s'ouvre pas facilement. Chaque graine contient un embryon. L'acène a une forme allongée et des crochets qui le maintiennent fermement agrippé au sol lorsqu'il s'y dépose. En outre, ces crochets lui permettront de rester agrippé au pelage d'un animal, sur des chaussettes ou des chaussures ou des vêtements, si d'aventure le vent ne le menait pas directement à destination. Au-dessus de la graine se trouve un long filet que l'on appelle le rostre. Et au sommet de ce rostre se déploie le pappus, un véritable parachute. Cet assemblage, très haute technologie, assure ainsi un vol stable à la graine qui voyagera de quelques mètres à quelques dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres, jusqu'à sa prochaine terre natale. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel sur ce cher pissenlit, notre ami de tous les jours. L'essentiel, mais pas tout. Encore une fois, concentrons-nous sur la photo du pissenlit. Là où les graines se sont envolées, nous voyons des petits trous. Regardez bien leur emplacement, la géométrie quasi parfaite de cette structure. Imaginez 200 à 300 fleurons sur ce petit espace. Chaque fleur devra recevoir sa dose de lumière, ses nutriments, la place idéale pour croître et se développer sans être gêné et sans gêner ses colocataires. Bigre, mais comment réaliser cette prouesse? Eh bien, chaque fleur est disposée le long de spirales logarithmiques. Pour optimiser l'espace, la plante utilise un angle de divergence très précis, appelé angle d'or, d'environ 137,5 degrés. Cet angle est lié au nombre d'or, 1,618. Grâce à cet angle, les fleurs remplissent l'espace de manière optimale, sans jamais se superposer exactement. Ce phénomène se distingue très nettement sur la fleur de tournesol où nous distinguons facilement deux séries de spirales tournant en sens inverse. Si nous comptons ces spirales, nous trouvons presque toujours deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci.
suite de nombres où chaque terme est la somme des deux précédents. Ainsi, les formes végétales suivent des règles géométriques précises, dont l'harmonie enchante et transporte. Les artistes et les poètes s'en inspirent. Eh bien, je vous invite aussi à vous laisser transporter par cette poésie de la vie végétale. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très vite sur Herba Malice. Au revoir.